Je suis ingénieure de recherche au CHU Jean Mingeot à Besançon, au Centre national de référence des échinococoses. Alors, des échinococoses, qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va juste parler de l'échinococose alvéolaire, mais il n'y a pas que l'échinococose. C'est un autre sujet. Ça arrive. Alors je vais commencer donc cet après-midi par vous exposer qu'est-ce que c'est que cette maladie, quel est le rôle du Centre national de référence, et puis aussi un petit côté recherche pour terminer donc ma présentation. Alors l'échinococose alvéolaire, c'est une zoonose. Une zoonose, ça implique en fait des animaux et des hommes, si on veut. C'est une maladie qui est transmise des hommes aux animaux, ou des animaux aux hommes. Ça peut, c'est possible, ça peut arriver. Voilà. Et donc, cette maladie, l'échinococose alvéolaire, elle est provoquée par la larve d'un petit ténia. En tant que ténia, on connaît surtout le ver solitaire, mais donc c'est un ténia, mais qui est beaucoup plus petit, ce qu'on appelle communément le ténia du renard. Il est surtout présent chez le renard, mais il peut être aussi présent chez le chien et le chat de manière plus sporadique. Donc, de son petit nom latin Echinococcus multilocularis, il a plusieurs formes, je vous montre déjà ici. Il a plusieurs vies, si on veut. Il a même besoin de différents hôtes pour vivre. Il a une vie adulte, on va dire, chez le renard, et une vie larvaire, principalement chez le rongeur, mais également chez l'homme. Donc, cette larve, elle va envahir progressivement les tissus, et principalement le foie, donc du rongeur, mais accidentellement de l'homme. Voilà. Et c'est une maladie à progression lente, puisque les premiers signes de la maladie, les premiers signes cliniques, sont généralement détectés bien après le premier contact avec le parasite. On estime à une dizaine d'années après le premier contact avec le parasite. Donc c'est une maladie grave qui est souvent assimilée à un cancer du foie et d'évolution lente. Donc actuellement, elle est diagnostiquée sur des patients qui sont asymptomatiques, sur une bonne partie des patients qui sont asymptomatiques et qui ne présentent pas de symptômes. Alors, on revient un petit peu sur le parasite. Alors voilà, je vous mets en gros sa forme adulte. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver chez le renard. Donc c'est tout petit, ça fait 3 mm. Et c'est un ver qui est assez... c'est pas une bactérie simple, là, c'est quand même assez élaboré. On a une tête, qu'on appelle un scolex, avec des crochets et des ventouses qui lui permettent de s'accrocher à l'intérieur de l'intestin du renard. Et puis il y a différents anneaux, comme le ver solitaire, pareil, il y a des anneaux. Là, il y en a un petit peu moins quand même, il y a, on va dire, 3 anneaux. Le dernier anneau, mûr, il contient des œufs, les œufs du parasite, qui, quand ce segment est mûr, il va se détacher du parasite, le reste accroché à l'intérieur de l'intestin. Et puis ces œufs, dans leur sac, ils vont être évacués avec les crottes du renard. Et puis donc ça va donner, donc on voit un petit œuf ici, donc pareil, c'est tout petit, ça fait 30 micromètres. Et cet œuf, il va se retrouver dans l'environnement, et il a la particularité d'être très résistant. On voit ici sur cet œuf-là qui est bleu, une coque autour qui lui permet vraiment de résister à des températures très froides. En revanche, il n'aime pas du tout la chaleur, il va être détruit à la chaleur. Et donc ça, c'est sa forme adulte, donc tout petit, un ver en fait on ne va pas le voir chez le renard, même dans les crottes, on va pas le voir s'il est décroché complètement, les œufs encore moins, et la forme larvaire. Donc ça concerne les rongeurs et l'homme, avec différents aspects. Donc chez l'homme, on aura la photo du milieu, ce qu'on appelle le métacestode, qui est bourgeonnant. Donc je laisserai mes collègues qui s'y connaissent bien mieux que moi en aspect plutôt clinique. Donc dans le foie, ça fait une masse, on va dire infiltrante, là ici, c'est ce qu'on voit qui est plutôt blanchâtre. Donc généralement, il n'y a pas de forme fertile, c'est-à-dire il n'y a pas de protoscolex. Les petites photos qu'il y a devant, c'est des
des petites larves qui vont, si le rongeur est consommé par un renard, vont donner chez le renard un adulte. Mais bon, généralement, on n'observe pas, dans le foie humain, on n'observe pas ces protosquelettes. Donc, je vous ai dit, c'est un parasite qui a plusieurs vies, une vie adulte, une vie larvaire, et il a besoin obligatoirement de 2 hôtes différents pour survivre. Tout d'abord, donc, on a vu le renard, aussi un petit peu le chien et le chat, et puis donc un rongeur. Alors généralement, en France, et particulièrement en Franche-Comté, c'est le campagnol terrestre. Vous savez peut-être ce que c'est un rongeur qui est tout rond, et c'est le plat préféré du renard. Il en mange 5000 par an. Et donc, ça doit un petit peu le ralentir, cette masse parasitaire dans son foie, et voilà, il est certainement plus apte à se faire manger par un renard quand il est parasité. Et donc, l'homme se retrouve au même niveau que le rongeur. Bon, on ne se fait pas manger par des renards, heureusement. Et le renard, on peut être malade aussi? Non, il est porteur sain. Ça le gratte un peu. Ça fait un prurite, comme on dit, mais il est porteur sain. Comme le chien et le chat, ils peuvent aussi porter, rarement, on en voit quelques-uns, mais ils ont des nids dans la forme adulte, ils ne sont pas malades, ils sont porteurs. C'est un véhicule pour le parasite, c'est très pratique. Le rongeur, il fait moins de déplacements. Donc le renard, lui, c'est vraiment un véhicule gratuit qui fait des kilomètres. Et donc, en France, la surveillance de cette maladie, qui, on le verra, qui est rare mais qui est grave, et cette surveillance, elle est assurée par 2 entités. Le volet animal, c'est l'ANSES, qui est le laboratoire national de référence Echinococcus. Enfin, au sein de l'ANSES, c'est ce laboratoire qui s'occupe de la partie animale. Ça, c'est à Nancy. Et pour la partie santé humaine, Santé publique France a mandaté le CNR, donc échinococcose, au CHU de Besançon pour surveiller cette maladie. Et on a différentes missions. On a tout d'abord une mission d'expertise biologique. On va faire de la sérologie, on va diagnostiquer le parasite par son ADN, pour vraiment savoir s'il s'agit bien de ce parasite ou d'un autre échinococcus. Je vous ai dit qu'il y avait d'autres échinococcoses. Donc une notion aussi de surveillance, une mission de surveillance. On va répertorier les cas qui sont diagnostiqués chaque année en France. Une mission d'information, comme par exemple aujourd'hui. Et puis une mission d'alerte si on a des cas groupés ou des cas d'échinococose dans des endroits de la planète qui ne sont pas généralement connus. Comme par exemple à La Réunion, on a eu un cas. Voilà, ça fait l'objet d'une alerte. Donc cette mission de surveillance, elle a lieu depuis de nombreuses années. Dans les années 2000, on a voulu recenser les cas qui existaient depuis les années 80. Donc on a fait un travail rétrospectif. J'étais pas encore étudiante. J'étais déjà née, mais j'étais pas encore étudiante. Donc depuis 1982, on a une idée du nombre de cas chaque année d'échinococose alvéolaire diagnostiqués en France. On voit quand même depuis ces dernières années une augmentation. Ici, les chiffres s'arrêtent à 2022. Donc on était au début de cette enquête plutôt à, on va dire, 10 à 15 cas par an. Là, on est plutôt à 40 cas par an. Et au 31 décembre 2022, on avait 960 cas répertoriés. On a passé cette année, en 2023, on a passé les 1000 cas répertoriés dans le registre qui s'appelle le registre France Echino. Et je vous remets ici un petit peu un nombre de cas. Donc sur toute cette période, depuis 40 ans, on a une moyenne de 20 cas par an. Mais finalement, quand on regarde un peu plus précisément, selon les périodes, eh ben, on passe d'une douzaine de cas à maintenant plutôt 40 cas diagnostiqués, déclarés plutôt chaque année. Avec donc une distribution géographique qui nous intéresse, puisque c'est une maladie qui n'est pas homogène sur le territoire. Elle aime bien notre région, on aime bien le dire. Depuis toujours, depuis donc la première période, on voit là tout ce qui est le Grand Est et le Massif central, c'est là où on a le plus fort taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas répertoriés chaque année.
Et donc jusqu'à la période récente, on voit, on est en pourpre ici dans le département. Ça c'est le département de la Haute-Saône. Voilà, mais on est vraiment dans le centre historique pour le parasite. Un parasite qui aime bien le froid, donc qui aime bien nos régions. Voilà, pour la distribution. Et je vous ai dit, c'est une maladie qui est plutôt en ce moment diagnostiquée chez des personnes asymptomatiques. Alors ça n'a pas toujours été le cas. On voit ici, sur ce diagramme, le nombre de cas pour trois périodes, hein, les années 80, 90, les années 2000-2010 et puis 2000-2020. Dans la première période, on était plutôt sur une tendance de diagnostic sur des patients qui avaient des symptômes, alors que récemment, on a beaucoup de patients, quand même, on a presque 60% des patients qui sont diagnostiqués alors qu'ils n'ont aucun signe clinique. Ils les consultent pour tout à fait autre chose et on met en évidence donc, le parasite par l'auscultation ou par de l'imagerie. Donc c'est une maladie qui est quand même très liée à nos pratiques dans l'environnement. On voit, ce sont les renards, ce sont les rongeurs. Donc il faut avoir une certaine conduite à tenir si on ne veut pas malheureusement attraper cette maladie. Donc évidemment, quand on travaille le sol, puisque le parasite il va se retrouver dans le sol, hein, il est évacué par les crottes des carnivores. On peut se dire on va chercher des fraises, on va regarder s'il n'y a pas de crottes autour, sauf que s'il a plu fortement, la crotte a disparu, les œufs sont encore là et sont très résistants. Donc si on travaille le sol, si on va au jardin, on fait attention, on se lave bien les mains. Et je dis le jardin parce que ça c'est important. Des études ont été menées sur les potagers, pour savoir s'il y avait une concentration de crottes d'animaux, de carnivores et également des crottes contaminées par le parasite. Et oui, beaucoup de potagers avec des crottes contaminées. Donc vraiment, première chose à faire, on se lave les mains. Ensuite, je vous ai dit que c'était un parasite qui aimait bien le froid. Il peut passer 1 an à l'ombre avec un bon taux d'humidité, il va survivre. En revanche, la température, il n'aime vraiment pas. Et pour en fait l'éliminer, il suffit de chauffer les aliments quelques minutes à 60-70 degrés pour finalement le tuer. Si jamais on a besoin de manipuler des animaux, des cadavres d'animaux sauvages, évidemment on fait attention, on met des gants. Voilà. Toujours sur les potagers, quelque chose de très important, donc je reviens sur cette étude sur les potagers. C'était une étude entre les Ardennes avec des potagers pas forcément fermés, avec beaucoup de passages, pas forcément de renards, des chiens, des chats, avec de l'échinococose. Et on a fait cette étude en comparant les jardins familiaux de Besançon, qui sont tous clôturés, 1,50 m de clôture. Et là, on a trouvé très peu de crottes de carnivores et pas du tout de crottes positives à l'échinococose. Et donc c'est un parasite qui est essentiellement chez le renard, mais aussi un petit peu chez le chien et le chat. Donc vraiment c'est important de vermifuger ces animaux domestiques. Donc normalement c'est coupé, mais normalement c'est toutes les 5 semaines, donc c'est un petit peu beaucoup. Les chats, par exemple, des voisins qui peuvent, genre chez moi je suis clôturé, j'avais 4 mois. Bon, ils peuvent passer par les grilles ou par le portail, et j'ai des crottes de chat là. Et les crottes de chat, est-ce que c'est porteur ou pas porteur? Quelques chats, oui, peuvent être porteurs. Bon, les chiens, c'est entre 1 et 5%. Les chats, c'est un petit peu, c'est à peu près ça. Voilà, il y a une petite part d'animaux domestiques qui sont porteurs, et donc la vermifugation de ces animaux, c'est important. Les produits qui pourraient être utilisés, l'eau de javel, on oublie, le vinaigre aussi, la congélation aussi. Nous, au laboratoire, si on ramasse des crottes, vous verrez que c'est une activité qu'on fait assez régulièrement. On ramasse des crottes pour ne pas être en danger vis-à-vis d'un parasite qui est quand même pas sympa. Nous, on les met à moins 80 degrés. Sauf que chez Darty, il n'y a pas de moins 80 degrés. Donc, on oublie la congélation. Il y a eu des études de fait. Moins 20 degrés, le parasite, il tient 250 jours, il est encore vivant, à moins 20 degrés. Donc, on oublie moins 20 degrés. Donc, voilà. Et je vais terminer par un projet qui s'appelle le projet Carelli.
Peut-être que certains ont vu cette semaine un reportage sur France 3 qui parlait du projet Carelli. Donc c'est bien. Oui. Je vais pouvoir rebondir dessus. Donc le projet Carelli, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas que l'échinococose, mais on va parler du renard et d'une controverse autour du renard. Je ne sais pas si vous savez, mais le renard, il est considéré comme ésode, comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. C'est un classement que l'on soumet tous les 3 ans au département, à savoir si un certain nombre d'animaux, s'ils restent ou pas dans cette liste. Et notamment le renard, il y a après le jet des chênes ou encore la fouine. Voilà. Et donc voilà, la question c'est de savoir est-ce qu'on garde ou pas dans cette liste. Sauf qu'il n'y a pas de pendant scientifique à est-ce qu'on garde ou pas pour le moment ces animaux dans cette liste. Et donc la question du projet Carelli, Carelli c'est pour campagnol, renard, lièvre, vous voyez, il n'y a pas que l'échino, son impact sur les lièvres et puis aussi son impact positif sur la lutte contre les campagnols qui ravagent les cultures. Donc la question était quels sont les effets éventuels de la protection de fait du renard versus son classement comme ésode, comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts, dans 2 socio-écosystèmes, et donc notamment sur un certain nombre de paramètres, sur les campagnols, sur les populations campagnoles, sur les lièvres, sur la contamination du milieu à Echinococcus multilocularis, donc en traduire, est-ce qu'on retrouve plus de crottes positives ou pas dans les environnements où le renard est protégé ou pas. Et puis encore, on va regarder au niveau des dégâts faits au poulailler, et encore d'autres espèces comme les espèces d'oiseaux, est-ce que le renard a un impact. Donc je vous montre juste ici, la préfecture s'est emparée de ce dossier, et 100 communes du Doubs ont déclassé le renard comme nuisible, ésode. Il est protégé de fait par le préfet. Donc voilà, ça va être conduit pendant 10 ans, puisque le projet Carelli dure sur 10 ans, il a déjà commencé il y a 2 ans, et on va étudier, nous, pour Carelli, 2 zones. Alors ici, dans le sud du Doubs, il s'agit de la région de Mout, et puis au-dessus, c'est la région de Val d'Ain. Voilà, avec une zone protégée, une zone non protégée. Donc on fait un certain nombre de choses chaque année vont être évaluées, comme par exemple les poulaillers. Il y a 250 poulaillers qui sont surveillés. Tous les 6 mois, on appelle les propriétaires des poulaillers, savoir s'ils ont eu ou pas des ennuis avec des renards, des chiens, des voisins, enfin, voilà. C'est possible. Et par exemple aussi des données sur les populations d'animaux. Donc on va regarder, en faisant du comptage nocturne, on va compter les renards, les lièvres ou encore les blaireaux pour faire des cartographies pour savoir les densités d'animaux. Voilà. Et nous, pour notre partie sur l'échinococose, donc je vous ai dit qu'on ramassait des crottes, c'était un petit peu notre on va sur ces zones, et puis à pied, on va parcourir des petites zones ici. Donc on fait une vingtaine de parcours à pied et on va ramasser un certain nombre de crottes donc, que l'on identifie comme du renard à l'œil nu. On n'est pas toujours bon dans l'identification d'une crotte de renard. Et puis après, on va réaliser de la génétique dessus. Donc on collecte nos échantillons, on fait un marquage GPS pour faire des belles petites cartes. Là, on ne voit pas bien. Mais ça nous permet simplement de marquer la position géographique, de pouvoir après regarder où est-ce que ces crottes, positives, négatives, se distribuent sur un territoire donné, donc c'est très pratique. Et puis, donc, je vous ai dit, on n'est pas toujours bon à reconnaître une crotte de renard. On vérifie en recherchant l'ADN du parasite et aussi l'ADN du renard en lui-même, pour être sûr que la crotte, elle soit bien une crotte de renard. Et puis, on recherche l'ADN du parasite. Donc c'est vraiment une identification assez poussée et on va pouvoir faire donc des cartes de distribution de nos fesses sur un territoire donné. Et donc ça donne ça, là je vous donne juste pour la zone de Mout où on peut donc voir des crottes qui sont positives ou négatives, c'est ce qu'on a sur la gauche. Dans nos petits parcours, on peut voir, ah ben oui, on avait que du positif ou que du négatif.
Et puis également, si on a trouvé des crottes de chiens, de chats ou de renards. Donc on cherche essentiellement du renard, mais en fait, des fois, on ne ramasse pas forcément du renard. Et là, il n'y avait aucune crotte de chien ou de chat positive. Les crottes qu'on a trouvées étaient toutes de renard. Donc voilà, c'est un programme qui va durer 10 ans, donc qui intègre beaucoup de choses et beaucoup finalement de partenaires, puisqu'on a des chasseurs, on a des naturalistes, on a la LPO, et on a aussi le CHU ou encore le laboratoire Chrono-Environnement qui sont partenaires. Et donc le but de tout ça, c'est déjà d'être un modèle, parce qu'il n'y a pas que le renard qui est considéré comme méthode, et d'avoir un fondement aussi scientifique sur comment on juge un animal. Est-ce que voilà, on ne peut pas revenir sur ce classement qui est fait de manière non scientifique. Et donc ça pourrait nous donner des indications sur également le fait de protéger un animal et par exemple ici dans notre cas de véhiculer un parasite. Voilà, j'en ai terminé pour la petite présentation au début. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Jenny pour cette présentation et cette introduction. Alors moi je vais servir à ça uniquement cet après-midi. À la fin des interventions, je vais me tourner vers vous et je vais vous dire, est-ce que vous avez des questions? Simplement, peut-être que j'avais moins au préalable, avant de passer la parole à la salle, est-ce que parmi d'entre vous, aujourd'hui, il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de l'échinococcus alvéolaire? C'est un sondage rapide. Une personne, très peu, voire quasiment presque pas. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors l'association AIREA a voulu cet après-midi vous offrir aussi un large temps de parole avec les intervenants, puisqu'on a 30 minutes pour échanger maintenant avec Jenny sur les sujets qui vous auraient pu vous intéresser. Moi, je sais toujours que c'est toujours difficile de de poser la première question. Alors j'en ai une en vous écoutant. Je me suis demandé, est-ce que le réchauffement climatique, finalement, c'était pas une chance pour lutter contre l'échinococcus, puisque les régions sont froides et favorisent l'éclosion? C'est une question qui peut valoir une thèse, mais est-ce que vraiment on est sur quelque chose qui va faire évoluer, à votre avis, dans les prochaines années, dizaines d'années, la situation sur cette maladie? C'est sûr, s'il fait 30 degrés toute l'année, le parasite il ne pourra pas résister longtemps, et j'aurai plus de travail, mais... C'est pas là où je voulais en venir, évidemment. Non, mais je me rassure, il y a l'échinococcus kystique qui est beaucoup plus résistant à la chaleur, donc il va remonter jusqu'à chez nous. Non, oui, c'est possible que... Il n'y a pas encore d'études qui sont faites là, voilà, c'est un phénomène qui est pas récent, hein, le réchauffement climatique, mais on ne s'est pas encore vraiment focalisé sur ça, et oui, ça peut être à l'occasion une thèse, oui, si vous êtes candidat, c'est pas de souci. Je pense que c'est pas forcément à moi, mais en tout cas c'est la seule question qui m'est venue, en tout cas sur la question du froid. Après ça dépend des terrains, parce que si on est dans une forêt, même si autour il y a beaucoup de soleil, la terre est quand même assez protégée du soleil, et s'il y a un peu d'humidité, il faudra qu'il y ait des grandes différences pour que ça sente au niveau de la survie de l'œuf. Parce qu'entre moins 20 et moins 10, il n'y a pas une grosse différence. Le Haut-Doubs est certainement épargné pour quelque temps. Très bien, merci. Alors, si vous voulez vous présenter ou pas, c'est vous qui voyez au début. Oh, ben moi, je suis un ami de la famille. Non, j'ai simplement une réflexion quand j'ai vu vos documents passer. Vous avez montré l'augmentation des cas asymptomatiques. Est-ce que c'est pas dû à votre travail? C'est-à-dire qu'il y a une meilleure prévention par les médecins de cette maladie, et que du coup ils la trouvent là où ils ne la trouvaient pas il y a 10 ou 15 ans. C'est la réflexion que je me suis faite en voyant ça. Vous faites un travail depuis quelques années, pour les associations aussi, quand vous faites un travail, c'est tout réuni, et on s'aperçoit qu'il y a plus d'asymptomatiques, plus de cas. Est-ce que c'est parce qu'on les découvre justement les asymptomatiques par rapport à tout ce que vous avez déjà communiqué? Oui, il y a une part aussi de visibilité du Centre national de référence. C'était celui qui était un peu après sur les... c'est ça. Vous voyez, il y avait entre 10 et 15 cas là, dans les années 80-90, puis il y a un pic, il y a 30 cas là. Est-ce que Dominique peut nous en parler? Oui, je peux en parler. Effectivement, le pic, il correspond à une opération de dépistage qu'on a faite avec la Mutualité sociale agricole, dans le Doubs seulement,
Mais disons que comme on a pêché des cas, justement, sans symptômes, ça a tout d'un coup presque doublé la quantité de cas qu'on avait à cette époque-là. Hein. Ça veut dire que c'est bien votre travail qui apparaît dans donc, les... bien sûr, c'est tout à fait évident. C'est l'année où la MSA a mis le paquet pour faire ce dépistage. Et encore, ce dépistage n'était fait que par la sérologie, mais on a repris toutes les personnes qui étaient positives en sérologie, on leur a fait des échographies, on les a suivies pendant 10 ans. Et donc, sur le tas, on a trouvé quelques cas qui se sont révélés tardivement, mais qui étaient ce qu'on appelle abortifs, c'est-à-dire que le parasite n'a pas poussé. Mais ils avaient une sérologie positive, effectivement, ce n'étaient pas des malades, mais ils avaient quand même rencontré le parasite. En tout cas, on voit bien, mais pour moi qui suis la plus âgée de tous les échinococoseurs présents, ce que je peux dire, c'est que quand j'étais externe, interne dans les services d'hépatogastro-entérologie du CHU, pour faire le diagnostic de quelque chose dans le foie, c'était le tout début de l'échographie. Hein. C'est-à-dire qu'on parlait encore de scintigraphie hépatique. Le foie, c'était... on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc, alors, on a eu la chance à Besançon d'avoir un radiologue particulièrement bon et tenace pour faire passer l'idée que l'échographie, c'était quelque chose de très bien. Et du coup, on a pu assez vite faire des diagnostics d'échinococose alvéolaire par l'échographie. Puis après, il y a eu le scanner, etc. Donc, c'est clair que on découvre par hasard chez des gens soit une grossesse par exemple, et puis bon, la sonde d'échographie remonte un peu, on tombe sur le foie et on trouve l'échinococcus, ça s'est produit plusieurs fois. Et puis pour tout et n'importe quoi, il y a des gens qui vous font une échographie abdominale quand vous avez mal à la tête, bon, on va tomber dessus par hasard. Donc effectivement, on a... Et puis je reparlerai tout à l'heure du problème des patients immunodéprimés. Et ces patients, il y a beaucoup d'asymptomatiques parce que comme ils sont suivis, par exemple pour un cancer, ils vont avoir un scanner, un PET scan, etc. tous les ans, et on va découvrir la maladie en faisant cet examen. Hein. Donc on le découvre par hasard. Donc bien sûr, c'est aussi relié à ça. Cela étant, quand on voit l'accumulation des cas, il y avait longtemps qu'on faisait des échographies de très bonne qualité et des scanners, alors qu'on était encore dans les 15 par an. Hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose de plus, et on pense que quelque chose de plus vient du fait que les renards ont eu leur population extrêmement augmentée par la vaccination contre la rage, entre autres, hein, et puis des changements d'environnement, l'abondance des proies, etc. Et donc ça tourne plutôt à la fin des années 90, tout début 2000, et ça correspond, et on a vu la même chose dans tous les pays européens, en particulier l'Allemagne et la Suisse, qui, comme nous, ont pas mal de cas. C'est reproductible dans tous les pays. Et ça, c'est certainement lié à un fonctionnement du cycle du parasite plus tonique, parce que les hôtes étaient plus présents et infectés. Oui, je viens à vous. Je vais jouer un petit peu les candides, mais je me dis, à l'heure actuelle, on a beaucoup de dépistage du cancer, que ce soit du sein, que ce soit du côlon, etc. Est-ce qu'il n'est pas envisagé la même chose pour cette maladie? Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on sait qu'on l'a? Je vois qu'elle évolue apparemment très lentement. Hein, donc peut-être que quand on s'en aperçoit, c'est trop tard. Alors, on a souvent des questions de personnes qui ont été... qui ont eu une conduite à risque, on va dire, qui ont cueilli des fraises des bois, une conduite à risque, et qui sont inquiets de savoir est-ce qu'ils sont positifs à l'échinococcose. Donc oui, déjà ça va se développer très lentement. Et puis on est dans une région où il y a une crotte sur deux qui est positive à l'échinococcose, et on est certainement au contact du parasite. Et en fait, une étude qui a montré que c'était une personne sur 100 1000 entre 10 et 100, qui
qui allait développer la maladie. Finalement, on l'évacue naturellement, on va manger des œufs du parasite, les évacuer, et puis rien ne va se passer. Il y a un moment donné où le parasite va traverser la barrière intestinale, il va aller se loger dans le foie, mais ça c'est très rare. Donc, comme c'est une maladie qui, c'est vrai, est plutôt dans l'est de la France, avec 40 cas par an, c'est vrai qu'on n'est pas sur des chiffres comme le cancer du côlon, avec un dépistage qui devrait être fait plutôt avec une échographie plutôt qu'une sérologie, parce que une sérologie positive, le patient va certainement, ou la personne va certainement s'inquiéter, alors forcément, il n'est pas forcément malade. Il peut avoir juste ce qu'on appelle une trace sérologique. Il a été au contact du parasite, il a fait des anticorps, mais il a éliminé naturellement le parasite. Et donc, il ne sera jamais malade. Donc, le dépistage, il peut être fait comme par exemple pour les agriculteurs dans les années 90, très ciblé, dans une population à risque, où les personnes qui sont inquiètes, on leur dit dans quelques mois de faire une échographie. Mais un dépistage systématique de toute la population de France, ça risque de coûter cher à la sécurité sociale. Bonjour Sophie. Est-ce qu'il y a un lien possible avec un retour à la nature, consommation de baies sauvages, les stages néo-bobo, cuisine et plantes sauvages, est-ce qu'il peut y avoir un lien? Si tout le monde s'y met, oui, il va y avoir une flambée de cas. C'est sûr. Non, oui, on dit toujours l'ail des ours. Moi, j'en fais de l'ail des ours. Je les bouillante rapidement. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais il y a des plantes, on ne peut pas les cuire. C'est pas possible. Les fraises des bois, c'est beaucoup moins bon quand ça bouillit. Donc oui, avec ce retour aussi, je suis vice-présidente des jardins familiaux de Besançon, je vois bien qu'il y a un intérêt pour le jardinage. Et ça, c'est certainement la population française générale. Il y a un retour un petit peu au naturel. Et oui, mais comme on connaît quand même les moyens de s'en munir, c'est-à-dire de bien cultiver son jardin, et de ne pas attirer les animaux de manière inutile, pas mettre de croquettes, pas mettre de composteur avec de la viande dedans. On peut quand même essayer de faire son jardin sans être exposé aux parasites. Mais c'est un risque, oui. Voilà. Mais si on adopte des conduites responsables, je pense qu'on peut éviter l'épidémie. Sophie. Merci. Je ne parlais pas du jardin, en fait. Je parlais des cueillettes de plantes sauvages. Dans les balades, les murs, ou l'aillère, il y a toute une tendance à la mode, des asperges sauvages, etc. Alors Lorna, il a plutôt tendance à faire ses crottes en dehors des bois. C'est rassurant peut-être. Voilà. D'accord. Les crottes, on les trouve plutôt en dehors, les crottes de marquage, on va dire. On en trouve peu dans les bois. Et en plus dans les jardins,